Pour la première fois en plus de 60 ans, c'est sans les traditionnels ballets des avions, des limousines, des motards qu'il s'est déroulé à Montpellier, dans le sud de la France. Et chose inédite encore, sans les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique autour du président Macron qui a choisi de changer la formule du sommet Afrique-France en discutant directement, sans tabou, en direct, en public, avec des jeunes, des chefs d'entreprise, des intellectuels africains triés sur le volet venus d'Afrique et de la diaspora. Comment a été perçue cette nouvelle formule à la fois sur le continent et dans la diaspora? Cette approche, cette nouvelle relation basée sur la société civile est-elle réaliste? Peut-on réellement construire une relation avec l'Afrique sans ses dirigeants? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré à ce nouveau sommet Afrique-France, avec plusieurs invités sur ce plateau RFI France 24. D'abord, Madame Chantal Cole, qui est une femme d'affaires guinéo-française. Elle est particulièrement impliquée dans les thématiques climat, environnement et énergie. Bonjour Chantal. Bonjour Alain. Merci d'être là. Je vous en prie. Notre second invité de ce plateau n'est pas dans ce studio 1 de RFI à Issy-les-Moulineaux. Jean-Marie Bockel, ancien secrétaire d'État, ancien sénateur du Haut-Rhin, ancien maire de la ville de Mulhouse en France et président de l'association Solidarité Défense. Il est en direct de Mulhouse, par Skype. Bonjour Monsieur Jean-Marie Bockel. Bonjour. Notre troisième invité est le docteur Elie Kamge, le président du Club Efficience et initiateur du Gotha Noir de France, qui dresse un vrai bottin des cadres africains vivant en France. Je dois également préciser que Elie Kamge est, au-delà de toutes ses activités militantes et associatives, chirurgien dentiste. Bonjour docteur Elie Kamge. Bonjour Alain. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Quatrième invité de ce plateau, le plus jeune, Sékou Koulibaly, le fondateur et directeur exécutif de Segbi, la première marque de luxe durable Made in Africa, et ancien directeur général de L'Oréal pour l'Afrique de l'Ouest. Bonjour Sékou Koulibaly. Bonjour Alain. Merci d'être là. Alors vous faites partie des jeunes cadres africains qui étaient invités à Montpellier au nouveau sommet Afrique-France. Et vous y avez certainement travaillé. Quel sentiment? Comment avez-vous jugé ce sommet sans les chefs d'État? Alors, moi, j'ai énormément apprécié, mais c'est parce que, d'abord, j'aime bien quand on fait un pari sur la jeunesse. Je sens un changement et on nous a mis à l'honneur, je trouve, au niveau de l'Afrique, en mettant en avant la culture et en mettant en avant l'héritage et ce dont on a en commun. Nous, en l'occurrence, avec Segbi Bougolan, on s'est inspiré de l'héritage du Bougolan et on a mélangé avec ce savoir-faire français qui est cette discipline qu'on a dans la mode. Et ça a été apprécié. Du coup, on a eu un pré-sommet le 23 septembre animé par Absatoussi et après, on a été invité à Ambition Africa, puis après au Big. Et j'ai trouvé que c'était bien parce que du coup, on a mélangé culture, financement, et on a terminé après avec le gros sommet Afrique-France, qui est différent peut-être des autres, mais qui était intéressant pour moi parce que c'était vraiment ma vraie première expérience. Alors que répondez-vous à ceux qui estiment que c'était un show parce qu'en réalité, il n'y avait pas de décideurs sur place? Une fois que vous avez discuté comme vous l'avez fait, comment on implémente ça là-bas? Alors après, avec humilité, il faut pouvoir comparer pour pouvoir dire quelle est la différence entre les anciens sommets et celui-là. Moi, à titre de jeune entrepreneur, j'ai trouvé que si c'était un show, c'était un bon show. Et étant donné que j'ai évolué pas mal en Amérique du Nord, j'ai trouvé que pour une fois, je voyais qu'on mettait les moyens, on mettait une belle production et que c'était au service de l'Afrique et de cette relation France-Afrique. Je vois Chantal Cole qui rit quand vous dites une belle production. C'est tout à fait le mot, une belle production, peut-être à l'américaine, mais je suis beaucoup moins optimiste, je dirais, certainement eu égard à mon âge. Je suis un peu plus âgée, je suis une quinca qui s'assume, donc j'ai un peu d'expérience. Je suis... C'est peut-être ça la nouveauté, c'est-à-dire de dire, bon, les quinquas, la méthode que vous connaissez, elle est dépassée, on va procéder autrement. Oui, mais on a été quadra avant, vous aussi, Alain. On a tous été jeunes à un moment de notre vie et on voit tous les plus jeunes arriver. Avec des nouveaux paradigmes, avec des nouvelles choses. Oui. Peut-être que c'est le show qui fait marcher les choses aujourd'hui. Peut-être que c'est le show, mais c'est peut-être aussi ce même show qui nous a retardés. Il était fait différemment. Alors, je reprends votre introduction. Vous avez dit... pas de balai de motard, pas de voiture, et bien toutes ces économies-là ont été mises dans votre super production à Montpellier. Donc, et je pense que ça a coûté moins cher d'ailleurs d'avoir une super production comme ça à Montpellier, plutôt que d'avoir une dizaine de chefs d'État et une trentaine de chefs de gouvernement présents dans la salle, parce que n'oublions pas que quand la France invite, tout le monde est là. On ne peut pas reprocher au président Macron d'avoir voulu parler à la jeunesse. C'est ce que les gens demandent depuis longtemps en disant
Et si on parlait enfin à ceux qui représentent l'avenir, on ne peut pas le lui reprocher quand même. Je ne pense pas que le problème soit à poser sur l'idée qu'on puisse reprocher au président de la République française de s'adresser à une jeunesse africaine qui est la nôtre. D'accord ? Maintenant, je voudrais simplement attirer votre attention sur une chose. Cette jeunesse africaine qui vit en Afrique, Monsieur Koulibaly, il était DG Afrique de l'Ouest, basé à Paris. Moi, il y a 25 ans, j'ai fait... Non, il n'était pas basé à Paris, il était basé au Ghana. Et avant à Lagos, au Nigeria. D'accord, donc vous avez fait comme moi le choix de rester sur le continent, sur le continent africain. Moi, j'ai fait également le choix de rentrer en 96 sur le continent africain qui est le mien et de m'engager sur ce continent. Cette jeunesse, elle est sur le continent avec ses réalités. Mais on a fait venir quand même pas mal de jeunes d'Afrique, puisqu'il fait partie de ceux qui sont venus. Mais est-ce que vous pensez réellement que c'est Paris qui peut donner les réponses ? Mon problème aujourd'hui par rapport à cette rencontre, alors, on ne va pas parler de sémantique. Tout à l'heure, vous dites, on ne va pas rentrer dans la bagarre de la sémantique. On ne va pas rentrer dans la guerre de sémantique, mais un sommet implique la représentativité au plus haut niveau. D'accord ? Donc, au plus haut niveau, nous avions cette jeunesse et cette société civile. Parce qu'il faut être courageux pour s'engager et défendre ses idées sur notre continent. C'est une preuve de courage que d'affronter un gouvernement, que d'affronter un chef d'État, que de venir s'exprimer devant un chef d'État français, comme j'ai entendu plusieurs de mes jeunes sœurs s'exprimer. Mais à côté de ça, il faut bien leur donner une réponse à ces jeunes. Et ce n'est pas Monsieur Macron, malgré toute sa bonne volonté, qui peut la donner. Ce sont ces chefs de gouvernement, peut-être pas les chefs d'État, mais ces chefs de gouvernement, ces ministres des Affaires étrangères de ces pays-là, qui auraient pu être là. Et monsieur... Donc vous reprochez le fait qu'il n'y ait pas eu d'officiel sur place en réalité. Pas nécessairement des chefs d'État pour éviter cette hypocrisie du show, on est bien d'accord, mais au moins des représentants politiques en marge, en pouvoir, je dirais, et ne pas les mettre en marge. Qui va donner des réponses à toute cette jeunesse ? Alors, vous aussi, vous trouvez que ça manquait de réalisme de parler seulement avec cette jeunesse, qu'il fallait aussi parler avec des dirigeants ? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de sommet, c'est inter-État. Et il n'y avait pas de représentants africains pour représenter ces États. Cette société civile, comme Chantal l'a bien dit, cette diaspora, on aurait pu les réunir à Paris et échanger avec eux. Mais en même temps, on reproche souvent le fait que ce soit des chefs d'État qui soient là. Le jour où il n'y a pas de chef d'État, on dit non, il aurait fallu qu'ils soient là. Non, il ne demande pas de chef d'État, Alain. Mais qui devait représenter autrement peut-être des membres du gouvernement, cette société civile par exemple. On a les ministres de l'Intérieur. Je vais prendre un exemple précis. Il y a des morts en Afrique, quand les jeunes manifestent, etc. Eh bien, invitons les ministres de l'Intérieur pour expliquer pourquoi on ne peut pas s'exprimer librement sur certains sujets. Il y a des pays où il y a une représentativité. Le ministre des Affaires étrangères est également en charge. Mais en même temps, il dépend d'un chef d'État qui lui donne les instructions. Monsieur Jean-Marie Bockel, comment vous avez vécu ce sommet où on croyait qu'on allait vous rencontrer là-bas, vous n'y êtes pas venu, vous y étiez invité. Quel jugement vous portez sur ce nouveau sommet Afrique-France ? Toute démarche est critiquable, bien entendu. Toute démarche innovante montre en creux ce qui, naturellement, pouvait se faire de différent avec les décideurs, etc. J'entends bien tout cela. Moi, je trouve que la démarche, elle est d'abord innovante et il fallait marquer les esprits. Vous faisiez allusion à mes fonctions encore récentes de sénateur. On avait, avec un de mes collègues, il y a maintenant déjà 8 ou 9 ans, fait un rapport L'Afrique et notre avenir, où on avait mis en avant un certain nombre d'exigences sur l'évolution de la relation. Bien sûr que la toile de fond, et vous avez eu raison de le rappeler, madame, c'est que l'avenir de l'Afrique, c'est les Africains qui investissent dans leur pays. Bien sûr, les diasporas ont aussi leur rôle à jouer. Nous le savons, mais d'une certaine manière, le président Macron, je ne suis là ni pour le défendre, ni pour le fustiger, sa mission, enfin son engagement, c'était quid de la relation entre la France, l'Europe et l'Afrique comme partenaires, et non pas en quoi sommes-nous l'acteur occidental de ce que doit être l'Afrique demain. Non, nous sommes partenaires, nous ne pouvons pas nous détourner de cette réalité, nous devons également passer mais en même temps, Monsieur Bockel, en même temps, on écoute depuis le sommet pas mal de réflexions sur ce qui s'est passé sur place. La première étant de dire, est-ce que
c'était vraiment l'Afrique qui était représentée. Il n'y avait pas un représentant de l'Afrique, il y avait des enfants de l'Afrique. Et certains y voient une nouvelle méthode de coopter, comme on l'a fait dans des temps immémoriaux, un certain nombre de cadres avec qui on veut travailler, de choisir ces cadres. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça, vous, Élie Kamge? Au-delà de cette vision, ce qui est embêtant, ce qui est difficile, c'est de se dire que tout ce qui a été décidé là ne peut pas être mis en pratique au niveau des États. Parce que là, c'est plutôt quelque chose d'unilatéral entre la France. À quoi vous pensez qu'il ne peut pas être mis en pratique? Parce que ces États n'étant pas représentés ne peuvent pas mettre en pratique un certain nombre de décisions qui ont été prises au niveau par cette société civile et la diaspora qui a été représentée lors de ce sommet. Donc c'est pour ça que on le dit, et je vais dans le sens de Chantal, il aurait fallu qu'il y ait des représentants de ces États qui soient là pour pouvoir entériner ces décisions. Je suppose que dans les discussions, Monsieur Koulibaly, je suppose que il a été question de comment on implémente ce qui a été décidé. Toutes ces mesures qui ont été prises doivent se passer dans les États. Est-ce que vous en avez parlé avec le président Macron ? Alors moi, je n'ai pas eu d'échange avec le président Macron, mais j'aimerais revenir sur un point. C'est tout d'abord qu'il n'y avait pas que des jeunes. Il y avait des représentants de certains secteurs industriels qui ont leur boîte depuis plus de 25 ans. On voit sur plusieurs des chefs d'entreprise. Ça mélangeait tout type de classes de chefs d'entreprise, des entrepreneurs et des hommes beaucoup plus établis. Il y avait à certains niveaux quelques représentants politiques et j'ai pu voir au niveau du Ghana et au niveau du Nigeria beaucoup d'entrepreneurs qui opèrent sur place. Donc après, on peut toujours débattre et discuter de savoir quelle était la légitimité de chacune des personnes qui a été invitée, mais je peux vous dire qu'il y avait quand même de beaux représentants de l'Afrique au sommet France-Afrique. Dans le cadre de mon intervention, on a évoqué quelques éléments de recommandation dans nos colloques et qui vont être partagés avec les organisateurs du sommet Afrique-France. Mais mon atelier était plutôt lié à la culture et à l'entrepreneuriat. Et j'ai trouvé que dans le cadre de ce sommet, les gens ont fait preuve d'énormément d'ouverture, de sincérité et d'honnêteté. Et pour moi, c'était quand même quelque chose de novateur que je dois saluer. Chantal Cole, je vous vois sceptique. Moi, je suis... Alors, peut-être que... Vous savez, moi, j'ai été expulsée de mon propre pays parce que j'ai la chance de faire partie de ces binationaux de sang, pas d'adoption ou autre. Je suis née en Guinée d'une mère libano-guinéenne et d'un père français. J'ai été expulsée de Guinée parce que je disais la vérité et on m'a mis dans un avion et on m'a envoyée à Paris parce que j'étais trop blanche pour être guinéenne. Donc peut-être qu'à la fin de ce débat, on fera la même chose, mais je compte sur RFI. On vous envoie où? En Libye? Peut-être au en Liban Guinée. Ou bien peut-être on me renvoie, on va me remettre dans l'autre sens. Je fais de l'humour là, mais ce que je veux dire, c'est, encore une fois, je ne dis pas, en ce qui me concerne, que l'initiative n'est pas intéressante. Je dis simplement que ce type de rencontre, est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, suite à cette rencontre, Monsieur le Président de la République française peut faire un rapport qu'il va envoyer à 54 chefs d'État, parce que l'Afrique, c'est un continent qui est fait de 54 États. Je le rappelle, parce qu'à chaque fois, quand on parle de France-Afrique, je trouve ça tellement prétentieux de mettre 54 États face à un seul État. On a 54 États qui vont recevoir un compte-rendu de ces rencontres et qui va leur dire, voilà, votre société civile, elle attend que vous fassiez ça, 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 vos entrepreneurs attendent que vous fassiez ça, 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 vos politiques attendent que vous fassiez... Je dis vos politiques parce que je prends l'exemple de la Guinée. Celui qui représentait la Guinée, qui est intervenu, qui est un jeune homme, un jeune cadre brillant, mais à un parti politique. Donc, est-ce qu'on n'est pas à la limite à chaque fois de tout et de n'importe quoi, avec les risques qui vont avec? Est-ce que vous imaginez... C'est la réflexion qui revient souvent, c'est-à-dire, est-ce qu'à Paris, ou plutôt à Montpellier, on n'a pas choisi les nouveaux interlocuteurs de ceux qui vont faire la France-Afrique de demain? J'ai lu ça quelque part dans un pays africain. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, penser que la démarche était de dire, nous devons choisir de nouveaux interlocuteurs? Est-ce que ce n'était pas une démarche tout simplement de dire, voilà, la jeunesse a envie de se faire entendre pour qu'il y ait une nouvelle relation entre la France et l'Afrique et qu'on écoute cette jeunesse, tout simplement? Oui, mais est-ce que dans ce cas-là, c'est le rôle de la France de choisir des interlocuteurs africains? Et c'est plutôt à cette société civile et à cette diaspora de désigner quels peuvent être leurs représentants, qui vont maintenant soit discuter avec les pays d'accueil, soit discuter avec les pays d'origine. Si c'est plutôt dans le sens où c'est les pays d'accueil qui choisissent ces représentants, là, il y a quelque chose qui n'ira pas.
Mais en même temps, comment voulez-vous que cette nouvelle relation s'établisse si, lorsque le président décide ainsi de faire appel à la jeunesse, on lui dit non, vous avez tort de le faire, c'est quoi la solution? C'est pas ce qu'on dit. Je vais vous poser une question, Monsieur Foka, et en même temps, je vais la poser à mon jeune frère Koulibaly. Est-ce que vous imaginez, il y a une société civile en France. On va prendre les gilets jaunes. C'est des gens qui revendiquent, qui assument, qui se lèvent le matin, qui manifestent, qui cassent, comme en Afrique. D'accord ? Est-ce que vous imaginez des chefs d'État africains installés depuis longtemps, plus de 30 ans pour certains, ou installés depuis peu de temps, recevoir cette société civile dans laquelle il y a des Afro-originaires? Parce qu'on oublie que dans les gilets jaunes, il y a beaucoup d'Afro-originaires. Les recevoir et leur dire « Venez me parler de vos problèmes. Venez m'expliquer comment devrait être la relation des Afro et de la société civile en France. Nous allons faire un rapport, nous allons l'envoyer au président français. » Je suis persuadée que la volonté de M. Macron, il est jeune. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises, eu égard à des fonctions en particulier sur les thématiques d'énergie, etc., puisque j'accompagne des politiques africains. Il veut que ça bouge, il veut que ça change. Oui, mais comment on l'aide à faire bouger alors, puisque mais avec vous dites... la vérité. Et la vérité, elle passe par lui dire, Monsieur Macron, ce dialogue avec la société civile, il est... Certes, vous êtes un facilitateur. D'ailleurs, plusieurs fois, des jeunes femmes l'ont interpellé. Elles ont été fermes et j'ai du respect pour ces jeunes sœurs qui lui ont dit « On est fatigué de votre discours paternaliste. » Il y avait un vrai discours de on est vérité. fatigué. Et on a eu un chef d'État qui, avec beaucoup d'humilité, a répondu à chaque fois. Et ça, respect, parce que beaucoup d'hommes ne l'auraient pas fait et il l'a fait avec humilité. Mais à côté de ça, cette leçon qu'il doit tirer de ça, c'est qu'il est urgent de faire venir les politiques africains autour de la table pour discuter tous ensemble. Un dialogue, c'est en commun. Donc, Sékou, qu'est-ce que vous retenez de cela? Avez-vous le sentiment que ce que vous avez fait avait du sens et est implémentable, avant qu'on ne parle des mesures qui ont été prises sur place? Bien sûr. Alors, pour moi, après, il faut savoir prendre son destin en main. Et c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Je pense que quelquefois, on a une attitude d'attendre que les choses soient faites pour nous. Moi, je suis arrivé à ce sommet en regardant quelles pouvaient être les opportunités pour la société que nous avons créée, qui met en avant la fabrication des produits de textiles en Afrique. Et j'ai trouvé qu'on a fait de belles rencontres. Donc, je pense que c'est aussi dommage d'attendre, soit de la France ou du président français, qu'ils fassent tout pour l'Afrique. Ils ont organisé leur sommet. Ils ont invité leurs invités. Maintenant, c'est à nous de venir préparer avec un agenda qui est clair. Donc, et j'ai trouvé que les discussions étaient d'égal à égal et qu'on travaillait sur des projets en commun. On va en parler justement des mesures concrètes qui ont été adoptées là-bas, notamment ce fonds. Et j'ai envie de dire, en me tournant vers M. Jean-Marie Bockel, est-ce que vous les avez écoutées, les mesures? Et laquelle de ces mesures vous a frappé? Non seulement je les ai écoutées, mais je les ai mis en écho avec... des travaux qui se font depuis des années, tant au niveau des responsables africains de la société civile que même au niveau de responsables français. Au fond, au-delà d'un certain nombre de pistes concrètes, parce que les mesures, il faut les mettre en œuvre, c'est, je crois, un nouvel état d'esprit. Hein. Je crois que cet état d'esprit, il part quand même d'un diagnostic lucide sur tout ce qui n'a pas fonctionné. Je vous donne un exemple. Toute la problématique de l'aide au développement. Hein. Vous avez à l'esprit les objectifs du millénaire, etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix, y compris d'ailleurs à Montpellier, de voix africaines, qui mettent en cause, pour certaines, de manière radicale, le principe même de l'aide au développement, en disant c'est à nous de nous prendre complètement en main, nous devons être des partenaires, nous ne devons pas être aidés. D'autres, peut-être plus nuancés, considèrent que oui, il faut une aide au développement, mais qu'elle a vocation à évoluer. D'ailleurs, je faisais le point avec Rémi Rioux, qui est le directeur général de l'Agence française de développement, qui était d'ailleurs enthousiasmé par cette réunion, mais qui, évidemment, lui aussi sait que des évolutions sont nécessaires. Et moi, je voudrais prendre un exemple très concret, dont on n'a pas encore parlé dans cette émission. C'est quand même une partie de l'Afrique, et notamment de l'Afrique francophone, qui traverse de graves difficultés actuellement, qui est le Sahel, avec à la fois la dimension sécuritaire. Sans sécurité, le développement est difficile. La dimension également comment dirais-je, parfois même dans certaines régions, de l'absence d'État.
Trop d'État, c'est pas bien, mais pas d'État sur le terrain, ça rend le travail de développement très difficile, même si les ONG font souvent un travail remarquable, mais ça ne suffit pas. Et là, actuellement, cette problématique du Sahel, qui d'ailleurs concerne la France et qui est d'ailleurs parfois critiquée, d'ailleurs de part et d'autre, moi j'aimerais quand même qu'on ait aussi à l'esprit, et là ça implique pas seulement les sociétés civiles, ça implique également les gouvernants, ça implique également qu'il y ait du côté des gouvernants, et on n'a pas à leur donner de leçons, mais à partir du moment où on est partenaire, à partir du moment où on est également en lutte contre les terroristes, parce qu'il y a quand même toute cette dimension dans ces pays-là, eh bien, la question c'est comment en sortir, c'est comment mais en même temps, on n'a pas trouvé de la présence militaire. Jean-Marie Bockel, en même temps, sur place, on n'a pas donné de solution, il n'y avait pas de solution. On en a peu parlé à Montpellier. Ce n'était pas l'objet de Montpellier, mais c'était quand même en toile de fond. Bien. L'autre aspect, c'était la mise en avant de la diaspora. Alors, Élie Kamgue, vous représentez le Club Efficience qui représente une bonne partie de cette diaspora-là. Avez-vous le sentiment d'avoir été écouté, d'avoir été pris en compte ? Je pense que la réelle problématique, et Sékou le disait tout à l'heure, c'est le financement de l'activité économique sur le continent. Et aujourd'hui, quand on voit le flux des transferts d'argent de la diaspora, on est persuadé que cette diaspora est un levier d'investissement énorme pour le développement du continent. Mais de tout ce qui a été dit à Montpellier, on n'a pas travaillé sur les instruments, trouver un nouveau modèle qui puisse permettre à cette diaspora d'apporter de l'effort économique. Mais il y a eu la création d'un fonds. Mais c'est plutôt un fonds d'innovation pour la démocratie, pas pour soutenir les PME. Voilà. Et aujourd'hui, la problématique sur le continent, c'est soutenir les PME. Si on souhaite avoir les multinationales de demain, ce sont les PME d'aujourd'hui. Et on sait aujourd'hui que sur le continent, le financement n'est pas adapté aux PME, puisque 76% des PME ont besoin de financement et il n'y a que 49% qui ont des garanties pour pouvoir donner aux banques. Et quasiment tous les types de financement qu'on présente sur le continent, c'est plutôt en dette, pas en capital. Et aujourd'hui, c'est ce sur quoi le Club Efficience travaille depuis 4-5 ans. Mais est-ce que la diaspora elle-même ne peut pas créer un fonds ? Mais justement, depuis 4-5 ans, nous avons travaillé sur cet instrument et nous sommes en train de créer un fonds d'investissement diaspora qui s'appelle Efficience Africa Fund. La société est déjà créée. L'idée aujourd'hui, c'est de capter une partie de l'épargne des diasporas et de l'orienter en soutien aux PME sur le continent pour créer des emplois, créer de la richesse et créer cette classe moyenne. Pourquoi n'avez-vous pas été pris comme partenaire si vous aviez déjà l'idée ? Est-ce qu'il était besoin de créer un autre fonds pour ça ? Non, mais le fonds qu'ils ont créé, c'est autre chose. On est d'accord que Élie Kamgue parle, et là je réagis en femme d'affaires, en chef d'entreprise. Élie Kamgue est en train de parler d'un fonds destiné à une indépendance économique de la jeunesse et des moins jeunes, des jeunes et des moins jeunes. Quand j'ai entendu mon jeune frère Koulibaly, il a dit « Pour moi, c'était très bien. Le président Macron ne peut pas faire tout pour nous. Moi, j'ai un business qui est dans tel secteur. J'ai fait des rencontres intéressantes. J'ai poussé les sujets et maintenant, je vais voir ce que ça va donner. » Parce qu'il a eu une réaction entrepreneuriale. Mais le fonds dont on parle qui est créé, c'est un fonds pour la démocratie. Donc, on retourne encore à un débat que l'on repose politiquement avec des définitions de la démocratie qui sont peut-être celles de l'Occident, celles de la France ou je ne sais quoi. Là aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse preuve d'un peu de bonne foi et qu'on regarde dans le rétroviseur de notre histoire. Je vais répondre à Monsieur Bockel qui parle du Sahel. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais l'Afrique hérite des catastrophes, entre autres, du Sahel, et malheureusement, ça se passe sur notre territoire. Moi, je suis métisse, Monsieur Bockel, comme vous pouvez le voir, mais c'est également grâce à une grande décision de la France contre la Libye que nous avons eu une montée comme nous la vivons aujourd'hui au Sahel. Je ne voudrais pas que l'on parle du futur sans regarder le passé. Très souvent. Non, mais on est bien d'accord. Donc ça, c'est un sujet, il était important quand même que l'Africaine que je suis et la franco-africaine que je suis puissent également rappeler que pour parler du présent et du futur, il faut assumer son histoire et regarder dans le rétroviseur. Concernant le fonds dont parle M. Kamgue, c'est un fonds économique. Élie a raison, l'Afrique ne peut se développer qu'en ayant les moyens
de faire confiance financièrement à sa jeunesse. Sa jeunesse, elle est intelligente, elle est dynamique. Moi, je suis dans les télécoms, les jeunes Africains que nous sommes, quand les télécoms sont arrivés en Afrique, ils ont dépassé l'utilisation à celle de l'Occident. Nous le prouvons tous les jours. Je prends la guide. Mais concrètement, revenons au sujet qui est le nôtre. Puisqu'on a beaucoup parlé économie, et à juste titre, là, il y a un fonds. C'est juste pour la démocratie et l'innovation. Comment vous jugez ça, Sékou Coulibaly ? C'est clairement pas l'objectif ou on va dire l'intérêt que nous avons en tant qu'entrepreneurs. Et je rejoins ce qui a été dit, mais je voudrais juste mettre l'accent sur l'importance de la diaspora pour la France et pour l'Afrique. Je trouve que c'est une richesse qui n'est pas exploitée et que si on ne fait pas attention, cette diaspora peut se retrouver aux États-Unis, en Asie ou ailleurs. Donc c'est important de créer les conditions pour qu'elle puisse se développer et pour l'Afrique et pour la France. Et c'est là que je rejoins les mécanismes qui sont mis en place pour financer ce type de projet. La problématique à laquelle on est exposé par contre, lorsqu'on entend ce type de projet, c'est que lorsqu'on contacte des instituts comme la BPI ou l'AFD Proparco, on n'a pas accès à ces fonds quand on est des jeunes startups. On nous demande en général 3 ans d'opération. Donc la question c'est, est-ce qu'après 3 ans on est vraiment une startup ? On est sur des niveaux d'investissement qui sont trop élevés pour de jeunes entreprises. Et souvent, après, lorsqu'on propose la question, si on n'a pas d'entité légale en France, c'est compliqué. Donc dans le cadre de cette relation France-Afrique, il serait intéressant de financer des projets africains qui pourraient avoir pour optique d'exporter en France ou ailleurs, autant que le financement de boîtes françaises. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le discours lorsqu'on dit on veut être libre, on veut notre indépendance et on attend encore que Paris fasse quelque chose pour l'Afrique ? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une démarche, même des Africains, sans attendre les pouvoirs publics, sans attendre la France pour organiser cela ? Est-ce que la diaspora ne peut pas directement contracter avec ceux qui sont au pays ? C'est exactement ce que nous avons fait, ce travail depuis 4 ans pour la création de ce fonds d'investissement. C'est un fonds de diaspora, ce n'est pas soutenu par BPI ou Proparco ou autre. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire, nous sommes leaders dans les transferts d'argent sur le continent. Est-ce qu'on ne peut pas capter une partie ? Je prends un exemple. Si on réunit 100 000 personnes à mettre 500 € par mois, on lève 50 millions d'euros. C'est déjà... Commençons par 50 € et tu lèves 50 millions. Mais bon, c'est quelque chose de faisable. C'est quelque chose de faisable à notre échelle. Mais pourquoi ça ne se fait pas ? Est-ce qu'on a besoin d'attendre que ce soit Paris ou que ce soit l'Élysée qui décide ? Non, là, on n'attend pas Paris, puisque nous avons fait toute la démarche réglementaire, parce qu'il faut se dire qu'on fait appel public à l'épargne, et c'est très réglementé en France. Donc, on a mis 3-4 ans pour faire toute la partie administrative, pour avoir les autorisations nécessaires. C'est très compliqué. Est-ce que vous avez les autorisations aujourd'hui ? Alors, au jour d'aujourd'hui, la structure est créée, et là, on va faire une augmentation de capital. L'augmentation de capital, c'est-à-dire que les membres du Club Efficience ont mis en place les 37 000 € pour créer la structure. Maintenant, il faut faire une augmentation de capital qui va permettre donc à tout investisseur, et on fera appel à toutes les diasporas, toutes les bonnes volontés. J'ai envie de comprendre, qu'est-ce qui faisait que ça bloque jusqu'à maintenant ? Et est-ce que vous avez les papiers ? C'est la structuration. La structuration est très complexe parce que c'est un fonds innovant. Les gens n'ont pas l'habitude. Mais pourquoi ne pas discuter avec les pouvoirs publics qui semblent manifester une certaine Mais ils sont envie. au courant, puisqu'on a rencontré toutes ces, que ce soit la BPI, Proparco, l'Élysée, ils sont tous au courant. Dans nos approches, est-ce qu'on peut aussi se dire en toute vérité ? Vous m'avez dit quand j'ai accepté de venir sur le plateau que je pouvais avoir un langage... On n'a jamais bridé personne ici. Qu'on pouvait avoir un langage de vérité. Moi, je vois Elie se débattre sur ce fonds depuis plus de 4 ans maintenant. Je crois que j'ai été la première, quand il a lancé l'idée, à dire « moi, je te suis ». Il y avait un grand joueur de football ce jour-là. Comme on n'a pas beaucoup de temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Pourquoi ça marche pas ? La paperasserie, parce qu'il est basé en France, ce fonds. Il est basé en France. Alors pour toute la diaspora africaine. On a un ancien sénateur, on a Jean-Marie Bockel qui est en ligne. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens qu'il faut pousser pour que ce soit plus réel de la part des pouvoirs publics, permettre à ceux-là de gagner leur indépendance en leur donnant les documents nécessaires pour avoir un vrai fonds ? Oui, et puis vous savez, dans ce domaine, c'est un peu aide-toi, elle t'aidera. Nous avons eu cette semaine
au niveau du groupement du patronat francophone auquel j'appartiens et avec nos amis de la CPME, une grande réunion à Paris, à la Maison des Arts et Métiers, avec principalement d'ailleurs des décideurs, des créateurs d'entreprises africains, qu'ils soient de la diaspora ou présents d'ailleurs à la fois en France, en Europe et en Afrique. Et on a été là vraiment sur des questions extrêmement concrètes, sur une capacité extrêmement concrète de faire bouger les lignes, de bousculer un certain nombre de freins administratifs, etc. Le message que je veux faire passer en disant cela, c'est que, mais les personnes sur le plateau le savent mieux que moi, c'est que unis, organisés ensemble, on arrive à surmonter ce genre de difficultés. Monsieur Bouquel, je suis désolé de vous interrompre là-dessus, mais ma question, elle est simple. Là, on a besoin de parler d'économie. Les gens ont envie de parler d'économie et ceux qui viennent là sont des chefs d'entreprise. Ces jeunes ont envie de parler d'économie. Là, on parle d'un fonds qui va rendre plus indépendants ces Africains-là, ceux de la diaspora. Est-ce que ce n'est pas par là qu'il faut, et ceux de l'Afrique aussi, est-ce que ce n'est pas par là qu'il faut commencer? Permettre qu'il y ait un vrai échange économique dans des conditions qui soient normales? Excusez-moi, mais je ne suis pas contre le fonds, mais avant que ce fonds ne se mette en place, il se passe déjà beaucoup de choses qui montent en puissance au niveau de la nouvelle économie, au niveau des start-up, au niveau de l'évolution de l'économie informelle. Et donc, il y a un existant. Ce fonds, ce ne sera pas l'alpha et l'oméga. Mais c'est déjà un début. C'est déjà un début parce que lorsque l'on voit les montants qui peuvent être élevés, c'est déjà un début qui permettent juste l'indépendance, comme on l'a entendu à Montpellier, puisqu'ils disaient on ne veut plus d'aide. Entre Africains, on se fasse confiance. Là aussi, c'est une réalité. Mais au-delà de ça, parce qu'on parle économie, est-ce que clairement, vous pouvez vous rapprocher? Est-ce que vous vous êtes rapprochés pour pouvoir faire quelque chose qui rende indépendant? Parce que les discours, on entend beaucoup. C'est le travail du Club Efficience. C'est ce que nous portons donc depuis 5 ans et on arrive... Mais au-delà du Club Efficience qui peut être élargi, est-ce que les Africains se retrouvent pour parler vraiment économie? Est-ce qu'ils n'attendent pas trop que les pouvoirs publics entrent là-dedans? C'est quoi? Vous qui êtes dans le monde de l'économie, est-ce qu'il y a de plus en plus une démarche qui est de dire ok, on n'attend pas les pouvoirs, on n'attend pas Paris, on n'attend pas nos États, on va travailler pour développer nos États. Je pense que quand on est entrepreneur, on n'a pas le choix. Nous avons monté notre structure, elle est financée à 100% à titre personnel et nous avons réussi à décoller justement grâce à nos clients africains qui nous ont fait confiance. Et de là, je salue aussi Yerimso et le groupe Mangalis qui nous ont donné l'opportunité de travailler sur l'hôtel du Noum ou la famille de Sam Jona qui nous a donné les marchés du Marriott. Au-delà de tout ce qui est luxe durable, nous faisons aussi de la marque blanche. Voilà. Et la marque blanche? La marque blanche, c'est tout ce qui est produit fabriqué, mais qui ne porte pas d'autre marque. Et je veux aussi insister sur le fait que initialement nous avions un business plan avec de l'export France et États-Unis, mais je dois remercier aussi les boutiques. Non, pas du tout. J'insiste sur le fait que c'est des Africains et des clients africains qui nous ont permis d'être là où nous sommes maintenant. Après, nous pourrions décoller encore plus si nous avions les bons outils financiers. Et c'est là que je suis content de faire cette belle rencontre. Bien. Je voyais Chantal qui oui, voulait parce réagir. Que quand on parle d'économie en Afrique, moi je suis sur le continent, comme vous le savez, j'ai des entreprises. Aujourd'hui, quand vous allez emprunter dans une banque pour un jeune chef d'entreprise en Afrique, on ne parle pas des taux à 1, 2 ou 3% comme vous les voyez en France. On parle quelquefois de taux à 20%, avec un niveau de garantie. En quoi la France est concernée par ça? Non, mais là je ne parle pas de la France, on parle du continent. Je vous donne l'exemple de la France, puisque le sujet c'est la diaspora française. La diaspora africaine installée en France ou la diaspora franco-africaine. On choisit la formule qu'on veut. Il faut que nous nous fassions confiance, comme les Chinois se font confiance. Il faut qu'on décide de mettre de l'argent dans des fonds africains pour réinvestir sur notre continent. Mais il faut que ces fonds existent. Mais ces fonds... Et quand je regarde, j'ai le sentiment que le problème, c'est qu'administrativement, voilà, Elie est un exemple vivant. Moi, il est là, on peut en parler très honnêtement. Ça fait plus de 4 ans qu'il essaye de monter ce fonds. Il a enfin obtenu l'ensemble des autorisations, je pense, il y a quelques semaines. Et d'ici dans les heures à venir, je crois, ça va être officiellement lancé, donc on peut l'annoncer. Donc aujourd'hui, mais il faut que nous, en tant qu'Africains, on se fasse confiance, qu'on n'ait pas peur de mettre de l'argent dans un fonds africain pour les Africains et avec les Africains. Notre continent ne se développera qu'avec nous.
Bien. Notre continent ne se développera qu'avec nous. On a beaucoup entendu ça à Montpellier et on a entendu le fait que les gens n'avaient plus besoin d'aide. Est-ce que ça ne veut pas simplement dire qu'il faut en finir avec ces rendez-vous-là? Est-ce que ça se justifie vraiment encore aujourd'hui, un sommet Afrique-France? Je pense que un sommet Europe-Afrique, France-Afrique, ça se justifie. Il y a des relations inter-États, ça a toujours existé. Là, vraiment, mais il faut parler business. Il faut parler business, comme les Chinois, comme les Russes, comme les Indiens. Je pense qu'il peut y avoir un peu de politique et à la marge, parce qu'il y a quand même des accords bilatéraux et autres qu'il faut entretenir. Et à la marge, on peut parler aussi business, ça c'est clair. Et pas seulement business, et faire bouger aussi cette société civile qui peut faire des réflexions et qu'on remonte aux représentants des États. Et c'est ce qui a manqué un petit peu à Montpellier. Mais Montpellier marque quand même un tournant, non? Vous êtes d'accord ou pas? Clairement, vu qu'on en parle sur ce plateau. Mais on parle aussi des autres sommets. Sauf que ce n'est pas les politiques que l'on invite maintenant. Moi, j'avais l'impression, je vais peut-être choquer dans ce que je vais dire, mais j'avais presque l'impression que M. Macron, il était aussi, et chapeau à lui, en campagne électorale, parce que cette diaspora, elle vote. Elle vote et elle vote en France. Mais pas toujours, hein, mais ils ne sont pas si nombreux que ça finalement quand on regarde ceux qui sont binationaux. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en débattre ici. Merci. Et puis bon courage, on espère que la prochaine fois ce fonds existera. En tout cas que les Africains se seront pris en main. Le fonds. Voilà. Bon courage. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Restez sur France 24.